très heureux de vous retrouver dans cette émission décryptage événementiel. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Mangouste Info avec Raymond Mafouta qui est éditorialiste au sein de la chaîne Mangouste. Nous allons parler sur l'arrivée du roi belge ici en République démocratique du Congo, le récent affrontement entre les troupes rebelles M23 et l'armée congolaise. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est la fameuse déclaration de Paul Kagame promettant de faire la guerre au Congo et la réconciliation qu'attendez. J'espère que vous êtes bien préparés pour répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Hein. Exactement. Visite du roi belge en République démocratique du Congo s'est exprimé, pas d'excuses mais les regrets du passé colonial dans son discours devant la nation congolaise. Qui représente la visite de Philippe au roi belge en République démocratique du Congo? Je dirais la visite du roi Philippe sur les sols congolais en fait, représente quelque chose d'important parce qu'ici il s'agit du premier citoyen belge. D'abord ça il faut le noter, c'est une grande personnalité en ce qui concerne le royaume de Belgique, bien que le roi ne s'occupe pas de la politique et que la politique nationale est endossée par le premier ministre et il était d'ailleurs accompagné de son premier ministre et que sa visite sur les sols congolais est une preuve de la force qu'a le gouvernement congolais à pouvoir faire appel à des grands dignitaires dans le monde, parce qu'il faut encore les rappeler que la Belgique est le siège des institutions de l'Union européenne. Donc, la présence du roi Philippe sur les sols congolais est un aveu de force du gouvernement congolais à faire appel aux grands dignitaires. J'espère que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'évolution de notre pays ou comment? Effectivement, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. Selon moi, l'enjeu majeur, c'est d'abord cette reconnaissance, n'est-ce pas, de toutes ces hostilités qu'a connu le peuple congolais du fait du colonialisme belge, voyez-vous. Du fait, moi j'aurais souhaité que le roi demande pardon, n'est-ce pas, ouvertement, en employant le mot pardon, mais du fait qu'il aurait manifesté son regret, déjà je crois que c'est une bonne chose. Et j'espère en la relance, n'est-ce pas, de la coopération belgo-congolaise. Le regret, mais ce n'est pas ce que les Congolais attendaient. Bon, je dirais, bon, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le roi Philippe a toujours cet orgueil d'être, n'est-ce pas, l'ancien colonisateur. Donc ce n'est pas facile de dire clairement, n'est-ce pas, qu'écoutez, peuple congolais, pardonnez-moi puisque j'ai tué ou j'ai amputé les membres, les bras ou les pieds de vos ancêtres, voyez-vous. Donc c'est ça. Merci. Je trouve que M. Félix Tshisekedi est favorable à la normalisation des relations diplomatiques entre le Congo et la Belgique. Votre point de vue? Favorable à la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Et vous allez déjà voir que le président de la République, ça c'est un détail important qu'il faut signaler, le président de la République a passé la majeure partie de son temps de vie en Belgique et il a grandi un peu avec cette rencontre des cultures. Je parle de la culture congolaise, donc de son pays natal et du pays dans lequel il a vécu pendant un bon bout de temps. Alors il entretient déjà de très bonnes relations avec les autorités belges depuis qu'il était là, et je crois qu'avec les discours de tous ceux qui représentent le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi est d'accord pour la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Il est arrivé en Belgique en 1985, l'actuel président Félix Tshisekedi, et il a annoncé devant l'Organisation des Nations Unies que la Belgique et la France c'est monontre. Qu'est-ce que signifie le terme monontre? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un détail important. Ce n'est pas en vain que j'ai évoqué ces détails en parlant du fait que le président de la République a vécu pendant un long moment de sa vie en Belgique. Quand vous parlez de 1985, aujourd'hui, lorsque nous essayons un peu de faire les calculs, vous allez comprendre que 1985, nous parlons de 37 ans. Ah non, ouais, 37 ans. Non, c'est 1985, j'ai parlé. Nous sommes non, il a été déjà là vers les années 1980. 1980 et quelques. Alors, c'est tout à fait normal que le président Félix Tshisekedi parle de la Belgique ou de la France comme étant son autre terroir, étant donné qu'il y a eu cette sorte d'acculturation. On voit un peu cette rencontre des cultures, donc la culture congolaise et la culture franco-belge. Donc c'est tout à fait normal et pour que nous ne puissions pas verser dans des procès d'un fait normal. Que dites-vous de son propos? Bon, écoutez, la normalisation des relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC, oui, bien évidemment. Mais écoutez, la Belgique doit comprendre aujourd'hui
que la République démocratique du Congo est un État souverain. Donc s'il y a normalisation des relations diplomatiques, elle doit se faire au niveau, n'est-ce pas, des États égal État. Et donc, État contre État. Non pas dans le sens du colonialisme, croyez-vous. Et donc, la normalisation des relations diplomatiques, oui, la Belgique joue un grand rôle. Vous vous souviendrez de la maison Schengen. Aujourd'hui, pour l'obtention du visa, c'est un sérieux problème. Donc, nous espérons qu'avec la venue du roi Philippe de Belgique, n'est-ce pas, cette situation sera décantée tant soit peu. Et donc, je suis favorable pour la normalisation des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Ok. Quelle est la finalité de sa visite en République démocratique du Congo? Bon, sa finalité, je dirais la finalité, c'est d'abord la remise des reliques de Lumumba. Vous vous souviendrez que moi, j'ai toujours partagé un point de vue, même dans mes tribunes, que j'ai souvent l'habitude de publier, j'ai dit la colonisation, c'est la plus grande escroquerie que le monde n'a jamais connue. Du fait que vous êtes là, il y a des gens qui débarquent chez vous et du coup, ils vous imposent, n'est-ce pas, des règles, ils vous imposent des disciplines, ils vous tuent, voyez-vous. Et le premier ministre Lumumba est victime, n'est-ce pas, de cette barbarie, permettez le terme barbarie, puisqu'il a été incinéré. Donc jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas retrouver le corps du premier ministre Lumumba et n'est-ce pas, ses compagnons. Et donc, la venue du roi Philippe représente d'abord cette reconnaissance, n'est-ce pas, de la responsabilité, n'est-ce pas, de la mort de M. Patrice Lumumba et ses compagnons. Et aussi, je dirais au-delà de ça, cette reconnaissance, n'est-ce pas, de tout ce que la Belgique nous a fait subir comme ancienne colonie de Belgique. Voilà. 6 jours de sa visite ici au Congo-Kinshasa, après il va se rendre à Lubumbashi. Pourquoi il a voulu aller seulement à Lubumbashi pendant qu'il y a d'autres provinces dont la population souffre? Ça, il faut le dire. En parlant déjà, excusez, je vais essayer un peu de compléter mon frère. Déjà en parlant de la finalité, comment on appelle ça, des relations, de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, il faut encore noter que la République démocratique du Congo et la Belgique n'ont pas que besoin de la normalisation des relations diplomatiques, mais ils ont besoin de la remise en état normal des relations diplomatiques, mais avec un soubassement. Donc la sincérité. C'est comme l'a dit M. Popon Mpungwe, que nous devons commencer à traiter avec la Belgique d'égal à égal, comme État. Donc les relations doivent être des relations entre les États, comme l'a si bien dit Patrice Emery Lumumba, vers les années 1960, lors de son discours. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une Belgique au sommet de la RDC pendant que nous sommes en train de prôner la souveraineté et que la souveraineté aujourd'hui est incrustée dans les préambules de notre constitution et voire même dans les articles phares de notre constitution. Donc, parlant maintenant du choix qu'a fait la délégation diplomatique de la Belgique vis-à-vis de Lubumbashi, là, on ne saurait pas le dire déjà parce qu'il n'y a eu aucune communication quant à ce. Et je crois bien seulement qu'il y a des raisons, attachées à ces choix et nous espérons les découvrir dans les jours qui viennent. Merci. Parlons maintenant de ces récents affrontements entre les troupes rebelles M23 et l'armée congolaise. Quelles sont les origines d'affrontements entre ces deux pays? En fait, les origines, en fait, il faut d'abord dire quelque chose. Il n'y a jamais eu d'affrontement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc il y a là des soupçons, n'est-ce pas, d'une prétendue parrainage du Rwanda à l'égard du groupe M23, n'est-ce pas? Et donc les origines remontent d'abord lors de l'entrée, n'est-ce pas, des Rwandais sur le sol en République démocratique du Congo avec l'opération turquoise, du fait qu'il y avait la communauté internationale qui avait demandé au président Mobutu de céder une partie de notre territoire pour que ces réfugiés rwandais, n'est-ce pas, viennent à... Le président Mobutu a demandé au Rwanda... Non, la communauté internationale voilà, a demandé, n'est-ce pas, au président Mobutu de céder, c'est pas céder, au fait d'ouvrir cette partie du terroir afin que le Rwandais, n'est-ce pas, vienne habiter chez nous. Et c'est à l'issue de cela, n'est-ce pas, qu'il y a eu naissance de certains groupes rebelles, M23, FDLR, ainsi de suite. Oui. Vous êtes analyste politique. Oui.
si je pourrais vous poser cette question, la partie de l'Est appartient au Rwanda ou au Congo-Kinshasa? Bon, en fait, là, j'aimerais me situer sur les faits. Je n'aimerais pas me référer sur les faits historiques, puisqu'il y a à boire et à manger. Mais étant d'abord comme juriste, je me base sur le droit. Le droit, c'est quoi? C'est 1885, la conférence de Berlin. Il y a eu une cartographie qui a été dessinée, n'est-ce pas? Et la partie Est a été rattachée ou annexée à ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc, de fait et de droit, la partie Est appartient totalement à la République démocratique du Congo. Et aucune cession n'est admissible. Ok, c'est ce que un ministre, attends, je vais vous lire ici, dans une interview de 1998 au Jeune Afrique économique, l'ancien premier ministre rwandais, démissionnaire Faustin Twagiramungu, en exil à Bruxelles depuis août 1995, répond aux questions de cette interview. Excusez, si Laurent Désiré Kabila a-t-il raison d'accuser le Rwanda et le Ouganda d'agression militaire? Écoutez sa réaction. Bien sûr, c'est Biamulonge qui n'est pas dupe et qui ne pourra jamais accepter que le Rwanda occupe un seul mètre carré de son territoire. Oui, même soi-disant les Banyamulonge. Ça, c'est le premier ministre rwandais qui avait annoncé devant les médias en 1995, lorsqu'il est allé en exil. Non, la question est de savoir aussi, pourquoi Est du Congo, Kinshasa, est ciblé comme une zone de guerre pendant qu'il a d'autres provinces aussi qui ont des ressources minières? Je veux dire que la partie Est de la République démocratique du Congo est une véritable poudrière aujourd'hui parce qu'elle regorge en son sein des richesses énormes. Parce qu'il faut le signaler qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est un véritable poumon mondial. Déjà avec la partie Est qui regorge plus ou moins 45% de ses richesses en termes de minerais. Donc aujourd'hui, pour qu'on ait des téléphones, des ordinateurs, on a besoin de cette partie du territoire. Alors, s'il faut, pour ces gens-là, je parle des entrepreneurs, je parle des multinationales, à pouvoir alimenter des guerres, à s'aimer de la désolation, à s'aimer des troubles et des fratricides entre les Congolais pour mener à leur mission de pillage systématique des ressources naturelles du Congo. Alors, je trouve que c'est tout à fait normal que cette partie de la République démocratique du Congo soit ciblée parce qu'elle regorge pas seulement des richesses naturelles, mais aussi des richesses, des ressources humaines. Parce qu'il faut le savoir, des richesses, ce sont des objets. On a besoin des gens pour les exploiter. Alors si l'on peut piller et tuer ces gens-là, déjà aujourd'hui, il faut le noter que parmi les plus grandes armes de guerre aujourd'hui, il n'y a pas que des armes à feu. Il y a aussi des moyens de clochardiser un peuple. Et c'est ce qui se passe là-bas avec les multinationales. Il y a des guerres, il y a des tueries, les gens sont affamés, pas moyen de pouvoir défendre leur territoire. Donc, ces complots remontent à des appareils d'État. Donc, c'est la communauté internationale qui est contre la République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire, parce que la vérité, c'est la seule terre solide sur laquelle il faut se tenir. C'est ce que vous pensez aussi, vous êtes analyste politique, parlez un peu, c'est un peu de nous décrire comment est-ce que son point de vue est vraiment positif. Oui, au fait, je partage, n'est-ce pas, le même point de vue que mon frère d'en face. Bon, au fait, tu as posé la question pour savoir pourquoi seulement la partie Est, alors qu'il y a d'autres provinces qui sont riches en minéraux. Mais écoutez, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ce sont des petits territoires. En fait, les projections se font que d'ici 2060-2070, n'est-ce pas, la démographie sera tellement croissante que le Rwanda ne pourra plus contenir, n'est-ce pas, sa population. Et donc, il y a des perspectives, n'est-ce pas, d'annexer cette partie de l'Est. Donc, au-delà d'abord des minerais, il y a d'abord cette intention, ce qu'on appelle l'animus nokendi, l'intention de nuire. Donc, nuire à la République démocratique du Congo, prendre, n'est-ce pas, cette partie pour rattacher au Rwanda, à l'Ouganda, n'est-ce pas, afin que dans les jours proches, sa population puisse y vivre. Et donc il y a d'abord des perspectives géographiques, au-delà de projections
de richesses naturelles. Et donc. Si nous savons tous qu'on vient d'incarcérer des militaires rwandais ici de ces parties de notre pays, jusqu'à présent ces militaires ne sont pas toujours libérés. Qu'est-ce qu'ils attendent pour la libération de ces deux militaires? Parce qu'ici on ne peut pas déjà parler de la libération de ces deux militaires rwandais, parce qu'il faut le savoir, qu'il y a à l'heure actuelle depuis 1951, le 21 juillet 1951, les traités de Genève, et dès lors qu'il y a intrusion sans les règles prescrites par l'État, par l'État qui est victime de cette intrusion, donc c'est une déclaration de guerre, et surtout que ce sont des militaires d'un autre État. Donc l'intrusion, selon les droits internationaux, sur un sol, sans pour autant avoir l'autorisation préalable de cet État-là, c'est une déclaration de guerre. Et nous savons, comme Maître Popol vient de le dire, en fait, il y a des soupçons graves qui pèsent sur les Rwandais. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une sorte de parrainage du Rwanda dans la sous-région contre la République démocratique du Congo. Donc c'est tout à fait normal que dès lors qu'on a capturé ces deux militaires rwandais, qu'on ne puisse pas les libérer. Pourquoi? Parce que leur présence peut venir en appui à la République démocratique du Congo au cas où elle se déciderait de pouvoir saisir les instances internationales pour dire que non, devant la face du monde, en réalité, c'est le Rwanda qui nous agresse, bien que nous avons la volonté de pouvoir décréter une trêve, un cessez-le-feu, parce que nous sommes favorables à cela. Nous avons vu du côté est, il y avait le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Du côté ouest, il y avait la Zambie, il y avait le Zimbabwe, il y avait l'Angola. Écoutez, puisqu'on a vu l'intervention, n'est-ce pas, des militaires zimbabwéens lors de l'invasion rwandaise, à l'époque du président Laurent Désiré Kabila, il y avait une force namibienne qui était déployée. Actuellement, il y a des forces kenyans qui sont un peu plus démocratiques du Congo. Donc ça s'est fait d'une manière officielle. Alors que le Rwanda et l'Ouganda sont des alliés officieuses, n'est-ce pas? Donc ça s'est fait d'une manière pas officielle. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de comparer. Donc l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie sont des partenaires officiels connus de la République démocratique du Congo. Tellement que vous êtes analyste politique, je sais que vous maîtrisez ce qu'on appelle la politique. Cette question, je trouve que c'est important pour vous. Quelle alternative proposerez-vous pour mettre fin à la guerre de l'Est du Congo-Kinshasa? Quelle alternative? En fait, l'alternative, selon moi, en fait, il faut d'abord que la communauté internationale joue les vrais jeux. Je crois que Maître Rema a évoqué ici l'hypocrisie de la communauté internationale. C'est éditorialiste. Voilà, l'éditorialiste, bon, permettez que je l'appelle Maître. Voilà, notre éditorialiste maison a évoqué, n'est-ce pas, l'hypocrisie de la communauté internationale. Je crois qu'il y a, sa raison d'être. Puisque je vous rappelle qu'en 1960, il y a eu les mandats de l'ONU. Lorsque l'ONU est venue pour intervenir dans la crise qui s'est vissée en République démocratique du Congo, l'ONU n'était pas comme une force, n'est-ce pas, de maintien de la paix, mais c'était une force dissuasive, donc qui devait traquer, n'est-ce pas, les rebelles. Alors j'estime que pourquoi pas aujourd'hui transformer les mandats des casques de l'ONU qui sont en République démocratique du Congo pour traquer ces rebelles. Et voyez la place de choix que joue la RDC avec tous ces minéraux. N'est-ce pas que la RDC peut jouer un rôle majeur demain pour les batteries électriques, les voitures électriques. Donc la République démocratique du Congo devait être un État qui est protégé. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a une sorte d'hypocrisie de la communauté internationale. Alors selon moi, l'alternative c'est quoi? 1. La sincérité de la communauté internationale. 2. La responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit comprendre aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas en fait, amadouer l'ennemi. En fait, les Rwandais, l'Ouganda a un jeu. C'est annexer la partie. À force que le gouvernement est en train de l'amadouer, est en train de parler de paix, nous risquerons un jour qu'il y a une guerre qui est déclarée en République démocratique du Congo. Donc j'appelle à la responsabilité du gouvernement. Cette responsabilité se fait comment? 1. Il faut la formation, n'est-ce pas, de l'armée. Il faut les équiper. Il faut, n'est-ce pas, prendre soin d'eux. Ils doivent manger, ils doivent s'habiller. Il faudra que lors des prévisions budgétaires, qu'une grande partie, n'est-ce pas, soit allouée
aux militaires. Et il y a aussi une dernière alternative. Permettez, puisque vous avez dit que je suis analyste politique, et donc moi je suis favorable pour la coopération russe et sa nouvelle politique africaine en République démocratique du Congo. Bon, écoutez, les résultats sont palpables. Je vous parlerai du Mali, je vous parlerai de la Centrafrique. Loin de moi l'idée de soutenir la société Wagner, cette société de mercenaires parrainée par la Russie, selon certains médias français, ainsi de suite. Mais écoutez, la Russie aujourd'hui s'impose comme une nouvelle puissance, n'est-ce pas, qui peut lutter contre les rébellions en Afrique. Et au-delà de ça, je peux évoquer aussi... C'est ce que vous pensez. Voilà, c'est ce que je pense. Je peux évoquer aussi cette nouvelle politique turque. Là, c'est sur le plan économique, mais écoutez, ces deux pays-là peuvent jouer un grand rôle pour mettre fin à tous ces affres-là. Merci. Maintenant, on va écouter le point de vue de notre éditorialiste concernant la question que je vous ai posée. Alors, vous dites quoi? Bon, il faut le dire, c'est une question pertinemment très sensible et délicate, étant déjà la finalité. Nous connaissons déjà la suite. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire confiance à une communauté internationale, inféodée, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression qu'un petit pays comme le Rwanda, avec un budget de 4 milliards, avec une armée dont l'effectif s'élève à 3000 militaires, avec une superficie de 26 km, avec une population de 13 millions d'habitants qui ne représente même pas la population de Kinshasa. Alors nous sommes en train de comprendre que le Rwanda a pris plus d'ampleur sur le plan international et devient aussi un grand décideur sur le plan continental et même dans la sous-région. Alors aujourd'hui, c'est dont la République démocratique du Congo a besoin. Je vais citer la citation de Che Guevara, ses fidèles compagnon du révolutionnaire cubain Fidel Castro. Il a dit, si vous voulez libérer une patrie, vous avez besoin de 10 balles. Et 9 balles seront consacrées pour l'élimination systématique des ennemis intérieurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aura pas de force d'entrer chez vous s'il n'y a pas de traître à l'interne. Donc aujourd'hui, c'est dont nous avons besoin, parce que les rapports Mamping reprend les noms des gens qui sont en train de participer à ces complots. Nous avons déjà parlé de plus de 500 officiers rwando-ougandais au sein de l'armée. Nous allons parler aussi de l'administration publique qui est aujourd'hui infestée de bourreaux. Alors ce dont nous avons aujourd'hui besoin, c'est de les identifier, de les mettre hors d'état de nuire, de pouvoir doter notre armée de tous les moyens nécessaires. Je ne parle pas que des moyens financiers, je parle aussi de la logistique, je parle aussi d'une formation, parce qu'à l'heure actuelle, l'armée congolaise est alignée la 8e meilleure armée en Afrique, selon les porte-paroles de l'administration militaire à Béni. Ok, merci à vous. Nous attendons maintenant le troisième sujet, qui on parle de la fameuse déclaration de Paul Kagame promettant de faire la guerre au Congo-Kinshasa. Donc, je trouve un peu bizarre, parce que la question de savoir, moi je ne parle pas de ce problème parce que je suis journaliste, je regarde la neutralité. C'est à vous de répondre, parce que vous êtes éditorialiste et analyste politique. Vous allez expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et nos frères du côté Rwanda. Concernant sa déclaration, est-ce qu'on se dirige vers la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? On se dirige vers la guerre? Écoutez, parler de la guerre, c'est très fort, puisque ce ne sont que des déclarations, n'est-ce pas, d'un pays, n'est-ce pas, qui se croit plus puissant que la République démocratique du Congo, d'un monsieur qui se croit jouer, avoir une place de choix dans la région et sur le plan africain. Et donc la déclaration de guerre s'est faite officiellement. Et donc si M. Kagame estime qu'il veut faire l'appui à la République démocratique du Congo, la guerre, il n'a qu'à se prononcer officiellement. Et je crois que la Constitution, n'est-ce pas, donne cette prérogative au président de la République pour jouer ces jeux-là. Et au-delà de ça, je vous dirais, M. Rodrigue Badinema, écoutez, il ne suffit pas simplement de parler de la guerre. En fait, il faut s'y mettre. Et déjà, moi, je vais évoquer la réalité de la ressource humaine. Des ressources humaines plutôt. En fait, le Rwanda ne pourra pas tenir compte de la République démocratique du Congo. M. Rema Mafuta a parlé de 13 millions d'habitants, n'est-ce pas, qui constituent le Rwanda.
alors que la ville de Kinshasa, nous sommes à ville de 18 millions. Déjà, c'est signifiant. Écoutez, puisqu'on a vu des jeunes de l'Est, n'est-ce pas, être décidés à prendre les armes. Écoutez, ça dit beaucoup. Continue. Voilà, ça dit beaucoup. Et donc, moi, je crois que ça ne relève que de l'orgueil, d'une sorte de surestime, et qu'en réalité, le Rwanda ne pourra rien faire à la République démocratique du Congo. On regarde cet avis-là et on va poser cette question à Raymond. Je vais voir s'il y aura des cohérences avec ton point de vue. Si le Rwanda déclenche la guerre, l'armée congolaise sera en mesure d'affronter son adversaire. Ou est-ce qu'il possède aussi les outils solides pour affronter le Rwanda? Avant d'en arriver là, j'aimerais que vous puissiez me permettre de pouvoir aller dans le même sens par rapport à la question précédente que vous avez posée à notre analyste politique, M. Popol Mpungwe. Vous avez parlé de la fameuse déclaration de Paul Kagame tendant à faire la guerre en République démocratique du Congo. Lorsque vous avez dit, est-ce que nous sommes dans une logique de guerre? Moi, je vais vous dire une chose, que la guerre a été déclenchée il y a belle lurette. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, autant que moi, que la guerre n'est pas seulement la guerre des armes à fait. Mais aujourd'hui, la guerre est aussi médiatique. La guerre est aussi psychologique. Est aussi émotionnelle. Parce qu'il faut les reconnaître. Que ça fait aujourd'hui des décennies que le Rwanda a réussi à créer une sorte de psychose au sein de la population congolaise, particulièrement celle de l'Est. Vous allez aussi convenir avec moi que la déclaration que Paul Kagame a fait, c'est ce que les latinistes ont souvent l'habitude de dire, en fait, déclaration ad bellum, donc la déclaration de guerre. Et lorsque le Rwanda dit ça clairement, sans vergogne, sans retenue, alors là, nous devons entrer aussi dans la logique de François Mitterrand qui a dit le dictateur n'a pas d'ennemi de taille jusqu'à ce que le peuple se décide de relever les défis. Donc nous aussi à notre niveau, nous devons nous réapproprier notre souveraineté, comme le disaient ces députés du Parlement européen, dont j'oublie le nom. Il dit ce dont la République démocratique du Congo a besoin, c'est d'une souveraineté retrouvée. Alors, cette souveraineté-là, nous pourrons la retrouver si et seulement si notre peuple s'est levé pour pouvoir faire quoi? Confronter l'adversaire. Pourquoi? Aujourd'hui, déjà remarqué que Paul Kagame est en train de parler d'une prétendue guerre, mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les chaînes de télévision. Des véritables balivernes. Vous avez parlé d'un conflit médiatique. Exactement. Aujourd'hui, vous allez déjà voir à la RTNC, pas d'émission dans ce sens-là, pas de notables du gouvernement pour parler de ces choses. Cet aspect-là du conflit médiatique. Vous ne voyez pas que nous avons déjà perdu la guerre sur le plan médiatique? Exactement. Nous avons largement perdu la guerre sur le plan médiatique. Je vais vous donner un exemple. Permettez-moi, ça peut paraître abusif, mais je vais vous le donner. Imaginez-vous qu'à la RTNC, toutes les chaînes YouTube congolaises, pour tous ceux qui se réclament patriotes et véritables patriotes, si et seulement si un jour on s'est levé et que toutes ces chaînes-là relaient une information selon laquelle toute la population de Kinshasa, toute la population de l'Ouest, je rappelle que vous êtes éditorialiste. C'est votre point de vue, mais attention avec la chaîne nationale. Non, en fait, je suis en train de dire ceci. Si et seulement si. Parce qu'ici, il s'agit du bien-être d'une population. D'une population. En fait, le monde entier s'en fout de savoir si, oui ou non, nous appartenons à cette communauté. Mais seulement, nous sommes en train d'établir les vérités. Parce que la vérité aujourd'hui est déformée. Je me demande seulement, si et seulement si, toutes ces chaînes congolaises relaient une information selon laquelle, un bon matin, toute la population congolaise sera là-bas à l'est du pays pour entrer dans le Rwanda. Est-ce que vous savez combien est-ce que vous allez créer de la psychose au sein de la population rwandaise parce qu'ils savent qu'ils vont mourir? Nous allons clore définitivement cette page sombre de l'histoire du peuple congolais. Là, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, j'ai rebondi là-dessus sur la question que vous m'avez posée sur... donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la guerre psychologique, médiatique, que le Rwanda a commencé il y a belle lurette à livrer contre la République du Congo a réussi aujourd'hui. Alors, nous en appelons à la conscience collective de toutes les couches de la population congolaise à pouvoir comprendre que le Rwanda est un pays historiquement faible.
vous avez à commenter? Oui, je dirais, en fait, le droit international, n'est-ce pas, repose sur les sanctions. La puissance des États, on les reconnaît par les sanctions. Je crois que les dirigeants congolais ont été sanctionnés à mettre prise par l'Union européenne, par les États-Unis. En fait, ça montre cette suprématie de ces États sur la RDC. Mais écoutez, il y a des accords qui seraient signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En temps de guerre, n'est-ce pas? Pourquoi continuer à coopérer dans ce sens-là? En fait, il faut mettre même cette coopération en veilleuse. Okay. Si les résiliés posent un problème, en fait, vous dites, écoutez, monsieur, nous suspendons, n'est-ce pas, ces accords pour telle durée, en attendant que nous vérifions si c'est vrai. L'invasion, en fait, le parrainage du Rwanda est exactement vrai. Et au-delà de ça aussi, voyez-vous l'ambassadeur rwandais, voyez-vous la façon dont il se comporte ici. Il se permet de menacer nos compatriotes qui auraient brûlé, n'est-ce pas, les effigies de M. Kagame. Mais écoutez, lorsque vous lisez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, j'ai à la disposition mes chers pépés, mais écoutez, on a en fait caricaturé le comportement, n'est-ce pas, des diplomates en République démocratique du Congo, dans le pays accrédité. En fait, les diplomates ne peuvent pas se permettre, n'est-ce pas, de tenir certains propos, de menacer les compatriotes. En fait, d'inférer même dans la politique interne. On a vu les diplomates, beaucoup de diplomates, même à l'époque du président Kabila, s'inférer, n'est-ce pas, dans les affaires intérieures. En fait, ça montre déjà. Son rôle, quand même. En fait, ça montre déjà la faiblesse de notre ministère des Affaires étrangères. Il faut rappeler ces gens à l'ordre. Et donc, au-delà de ça, pourquoi pas prendre des sanctions contre le Rwanda? Il y a ces échanges. Vous avez vu récemment qu'il y avait des vendeuses, des commerçantes rwandaises qui se sont réunies pour en fait, réclamer, n'est-ce pas, cette ouverture de frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ça peut être déterminant dans le sens où on peut sanctionner également le Rwanda dans ce sens-là. Donc je crois que le gouvernement doit pleinement jouer son jeu. Non, jusqu'où ira le gouvernement rwandais? Bon, jusqu'où ira le gouvernement rwandais? On ne sait pas. Disons que l'histoire nous donnera raison. En fait, moi je crois que le gouvernement congolais doit avoir un caractère tout azimut. Donc il doit être prêt. Moi je crois que l'éditorialiste Rema a dit que la RDC doit avoir cette logique de la guerre. Voilà. Moi je vais abonder dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais doit se dire, écoutez, nous sommes en face d'un pays qui a une logique de guerre. Donc déjà nous devons nous préparer. Et au-delà de ça, je voulais parler de... Voilà, ça m'échappe. D'accord, je comprends, c'est ça. Voilà. C'est par là que nous allons mettre en terme notre émission le quatrième sujet, la réconciliation katangaise. Pour quelle finalité vous êtes éditorialiste? En fait, avant d'aborder ces sujets tout à fait particuliers par rapport au contexte dans lequel l'évolution tant politique et sociale est en train de s'amorcer, je vais encore aller dans le même sens que notre analyste politique, parce qu'il faut le savoir. Je vous l'ai dit, peut-être que vous parlerez du prophétisme et dans l'éditorialisme. Permettez-moi les termes. Vous allez comprendre une chose, qu'après la guerre liée aux ressources minières en République démocratique du Congo, nous allons souffrir avec une guerre liée à l'hydrographie. Vous allez déjà voir ça, que la République démocratique du Congo détient 16% de la réserve d'eau, détient 16% de la réserve d'eau douce mondiale. Donc il y a beaucoup de pays qui seront en panne sèche chez eux pour chercher à faire quoi? Être abrévés par la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo doit toujours se préparer pour une guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes scandaleusement riches. Donc vous proposez une guerre entre le Rwanda et la... Non, pas seulement contre le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, selon l'histoire, la République démocratique du Congo n'est pas en guerre seulement contre le Rwanda. La République démocratique du Congo est en guerre contre la communauté internationale. Permettez-moi, M. Roudik, juste pour renchérir l'idée de Maître Rema. Je vous rappelle que le feu maréchal Idriss Déby a, au cours d'un speech devant, n'est-ce pas, sa population, dit que même si le gouvernement congolais ne veut pas, nous irons chercher l'eau
République démocratique du Congo. Donc, c'est un incident diplomatique déjà, lorsqu'il y a une sorte d'agression verbale contre notre État. Donc, lorsque M. Rema est en train de parler d'une guerre, et des guerres qui seront, n'est-ce pas, créées ou formatées par beaucoup des États, donc c'est une raison vraie et vérifiable. Voilà. Un élément de détail pour terminer ce sujet. Vous allez remarquer, en République démocratique du Congo, pendant aujourd'hui presque plus de 3 décennies, aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui à l'origine du non-développement ou du statu quo sociétal en République démocratique du Congo, c'est que la République démocratique du Congo a bénéficié d'une chose, d'un leadership en perte de repères, d'un leadership au sommet de l'État en perte des jalons. En fait, où on ne sait pas qui l'on est. C'est pourquoi même le professeur Tamba Mbilaji, un ancien professeur de l'Ouvanium qui donnait les cours des institutions politiques, a dit dans son livre, il est en train de parler de la théorie de la dysfonctionnalité en République démocratique du Congo. Donc cette théorie de la dysfonctionnalité était juste une série de cris d'alarme. Où il est en train de parler clairement du fait que les Congolais est en même temps en train de vouloir conserver sa tradition. Et il est aussi en même temps en train de vouloir la modernité. Donc il est blanc et noir au même moment. Pourquoi? Parce que le Congolais aujourd'hui a été totalement complexifié, a été totalement dénaturé. Aujourd'hui, parlons de ces leaderships faibles-là. Croyez-vous que lorsque Idriss Déby est en train de faire ces déclarations-là, quelle a été la réaction du gouvernement congolais? Silence radio. Et aujourd'hui, c'est pourquoi même nous parlons d'une sorte de complot même à l'interne. Pourquoi? Parce que les silences... Vous savez, en communication, il y a... en fait, en communication, même les gestuels comptent. Ouais. Vous allez remarquer que lorsque Paul Kagame parle de la guerre, il est en train de tonner, il ne parle pas à l'habituel. Mais lorsque vous voyez Patrick Mouya en train de réagir, vous allez comprendre qu'il y a une sorte de féminité communicationnelle en République démocratique du Congo. Alors ça, c'est un véritable problème et c'est donc, excusez-moi, je le répète encore, le Congo a besoin, c'est d'un leadership au sommet de l'État qui est éclairé, où on a les idées claires, où on peut livrer toutes sortes de bras de fer. Parce qu'après l'eau, je vous dis que notre forêt, c'est la 2e forêt mondiale avec plus de 700 espèces dont 20 est exploitée et les autres ne sont pas exploitées. Bientôt, là, on viendra encore pour nous ravir les gaz carbone parce que ça nous donne plus de 180 millions de dollars. Jusque-là, on ne retrouve pas les 180 millions de dollars. Encore, excusez-moi. Et l'ex-général Kaimbi qui était le chef du renseignement militaire en République du Congo, lorsqu'on voulait accréditer Vincent Karega, qui est aujourd'hui le chef de la diplomatie rwandaise sur le sol congolais, il a fait une circulaire pour dire au président de la République que non, ce monsieur, il est dangereux, c'est un monsieur qu'il ne faut pas recevoir, mais nous avons été étonnés de voir M. Vincent Karega être accrédité et d'être accepté. Donc, c'est tout à fait illogique et inacceptable par rapport à cette situation qui sévit en République démocratique du Congo. Chers invités qui sont sur ce plateau de Mangouste Info, c'est la première fois qu'il y ait une réconciliation dans une... Première fois qu'il y ait une sorte de réconciliation dans une communauté, dans l'une des communautés congolaises. Non, nous allons voir ça déjà avec le président Kabila vers 2012. Il a été autour d'une table avec la notabilité du site Kivu. Donc ce n'est pas la première fois. Et pourquoi? Non. Et, au fait, je crois que comme notre éditorialiste a dit, ce n'est pas la première fois. Mais au fait, il y a une particularité dans cette réconciliation katangaise. Il y a d'abord des enjeux politiques, n'est-ce pas? Et aussi des enjeux au niveau de la province. Je vous rappelle que ça remonte vers les années 2015, je crois, si je ne m'abuse. Il y a une missive qui avait été adressée au président Kabila par un groupe de 7 personnes qui montrait leur désapprobation par rapport à une fraude, une prétendue fraude à venir et qui allait être occasionnée par le président Kabila. Et à la tête, il y avait M. Moïse Katumbi et le feu Gabriel Kunga Kumwanza. Et donc, après cela, il y avait une sorte de dissension. Il y avait M. Kabila qui est resté. Il y a M. Moïse Katumbi qui était de son côté avec Charles Mwando Simba, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? M. Moïse Katumbi était nommément cité comme dauphin, était vu comme le dauphin du président Kabila. Du fait qu'il y avait, n'est-ce pas, cette dissension,
M. Moïse Katumbi s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Et vous connaissez la suite, M. Ramazani, dauphin du président, et c'est l'UDPS qui est au pouvoir avec M. Félix Tshisekedi. Et donc, les Katanga perdent le pouvoir. Alors, ils se disent quoi? Puisqu'il y a, aujourd'hui on dit qu'au Katanga, il y a une sorte d'invasion des Kassaïens au Katanga. Voilà, donc ils se voient inféodés, ils se voient dominés par les Kassaïens aujourd'hui. Et donc il fallait maintenant peaufiner des stratégies. Puisque, un, les élections arrivent, donc il faut beaucoup y travailler. Et deux, il y a un notable détail qui n'est plus, M. Gabriel Kungwa Kumwanza. Donc actuellement, il y avait des grands leaders. M. Joseph Kabila, ancien président, et M. Moïse Katumbi. Et donc, il fallait se mettre ensemble pour essayer de concilier, pour mettre de côté les différends et voir les perspectives électorales. Pourquoi pas, n'est-ce pas, revenir au pouvoir. Et donc, je crois que c'est l'enjeu majeur. Quel est l'objectif principal de cette réconciliation? L'objectif principal? Bon, l'objectif, on nous a simplement présenté le communiqué final qui a été signé à l'issue de cette réconciliation. On a demandé l'unicité du Katanga. Et on a même proposé le fédéralisme. Chose que moi je ne partage pas. Je m'oppose farouchement contre cette idée du fédéralisme. En fait, il faut faire taire cette fibre, n'est-ce pas, de la sécession qui a toujours existé depuis 1960. Et donc la finalité de la réconciliation katangaise, c'était simplement en fait, cette entente entre les fils du Katanga pour des projections électorales et voilà, pour l'évolution de la province. Et surtout, Claire, par rapport à cette question, en fait, la réconciliation katangaise a beaucoup de dessous des cartes. Ça, il faut le dire, bien que la médiation a été purement ecclésiastique. Mais vous allez remarquer que la réconciliation katangaise a donné l'impression comme s'il ne s'agissait pas de la réconciliation katangaise, mais plutôt de la réconciliation politique entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, parce que vous allez déjà voir ça avec les photos qui ont été prises, les commentaires qui ont été faits. Et il faut le dire, nous avons vu des politiciens avoir des déboires entre eux et aller arranger ça en aparté sans pour autant déranger les gens. Aujourd'hui, parler de la réconciliation katangaise, j'ai dit non, parce que le Katanga n'est pas, permettez-moi les termes, saucissonné. Les Katanga ou les Katangais sont en train de vivre paisiblement entre eux, sauf qu'au niveau de leurs dirigeants, il y a des petits couacs, il y a des guerres de perception, des guerres de positionnement qui les met dans une sorte de bras de fer. Mais alors, les dessous des cartes et la paire qui m'anime sont que cette réconciliation aboutisse à la volonté tant attendue des ennemis de la République du Congo. Avec ce que notre analyste politique vient de dire, la sécession. Parce qu'il faut le dire, les nains Congo, donc le Congo central, c'est du Congo central, qui sont des extrémistes, et les autres sont des sécessionnistes du Katanga. Alors depuis 1960, par rapport à l'historicité de la République du Congo, vous allez comprendre que nous sommes en souffrance perpétuelle et en crainte continue. Alors, je trouve que cette régionalisation des membres d'une communauté tend à nous faire comprendre les pièges qui a été incrusté dans la loi fondamentale de mai 1960, où vous voyez à l'article 6, permettez-moi, on est en train de dire que les Congo, dans les limites de ses frontières, constituent un État indivisible et uni. Nous comprenons que non, c'est un État unitaire. Mais lorsque vous venez dans la pratique institutionnelle, vous allez comprendre que le Congo était un État fédéral. Et ces pièges a perduré aujourd'hui, jusque même dans, comment on appelle ça, dans le corpus de notre constitution et de la pratique institutionnelle. Vous allez comprendre qu'il y a une sorte de dédoublement entre les institutions traditionnelles et les institutions modernes. Donc nous pourrons peut-être revenir là-dessus, mais nous ne voulons pas qu'il y ait des réconciliations régionales. Nous voulons plutôt qu'il y ait des réconciliations nationales et, excusez-moi, je vais le dire, la réconciliation katangaise, à mon sens, en tant qu'éditorialiste, je trouve que c'est une vaste fumisterie, une vaste aventure, parce que cette réconciliation-là a été juste soldée par
un cessez-le-feu entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Et lorsque nous essayons un peu de fouiner en tant que journaliste, vous allez comprendre que les proches des uns et des autres disent que les frères vont se soutenir pour une candidature commune en 2023. Merci. Merci à vous deux. Je rappelle, pourquoi vous êtes analyste politique à Mangouste Info et chargé de communication dans un parti politique de Regain Bakonga, les amis de Regain Bakonga. Et Raymond Mafuta. Bon, je voulais faire une précision d'état. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Nous sommes une aspect des connotations politiques. Donc, dénommé les amis de Regain Bakonga, dirigé par son coordonnateur national, le sénateur Ilanga Bakonga Regain, ainsi que toute l'équipe. Donc, je suis le chargé de communication. Ouais, merci. Vous êtes également analyste politique à Mangouste. Merci. Merci. Et Marie Mamafuta qui est éditorialiste à Mangouste Info. Je suis très content de vous parce que vous avez répondu à vos questions liées aux questions posées à la rédaction de Mangouste Info. C'est ainsi que on met en terme maintenant notre nouveau numéro de l'émission des spectacles événementiels. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Au revoir.